musicale des Africains n'a jamais été aussi unanimement reconnue que leur génie dans la sculpture et l'invention du motif, malgré l'influence très répandue qu'ils ont exercée sur la musique dans le monde. Grande est leur aptitude à inventer des rythmes. Partout où les Noirs d'Afrique sont passés, la trace de leur rythme s'est fait sentir. Lorsque l'on s'est séparé des esclaves en Afrique, ils ont été brutalement et prématurément arrachés aux assises culturelles de leur race, puis éparpillés partout dans le monde sans égard pour leurs relations tribales séculaires. Parmi ces peuples, il existait une diversité de langages, aussi bien de coutumes et de tribus. Ils eurent à apprendre une langue nouvelle et à s'habituer à une civilisation qui leur était complètement étrangère. Par surcroît, ils furent soumis à un système d'esclavage d'une sévérité qui allait toujours croissant. C'est pourtant de ces hommes qu'a jailli à profusion une noble musique. Aux États-Unis, la musique des esclaves africains a été la seule musique folklorique américaine. Et c'est à ce jour la contribution artistique la plus belle et la plus typique qu'elle ait à offrir au monde. De Louis Armstrong ou Nina Simone dans les Amériques ségrégationnistes à Fela Kuti au Nigeria des années 60, en passant par Bob Marley et sa vision panafricaniste du monde, immersion dans l'histoire du jazz, du reggae et de l'afrobeat, des rythmes musicaux de la terre-mère africaine qui imposent le swing dans le monde. Le jazz est le résultat d'un mélange de plusieurs styles qui sont le blues, le negro spiritual et le ragtime. Il trouve ses origines dans un mélange culturel, résultat de l'intégration de traditions amenées d'Afrique du XVIe au XIXe siècle par des esclaves, à des méthodes instrumentales harmoniques et mélodiques inventées en Europe. Ce métissage musical qui eut lieu aux États-Unis est à l'origine d'un grand nombre de styles musicaux apparus depuis le XIXe siècle et tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, au sud des États-Unis, les ancêtres du jazz, que sont le rock song chanté dans les plantations de coton par les esclaves, ainsi que le blues, sont considérés comme rustiques, prolétaires et d'assez mauvais goût. Seuls les negro spirituals et les gospel songs qui sont pratiqués à l'église bénéficient d'un lieu de diffusion, comme qui dirait, respectable. C'est la rencontre de ces différents styles musicaux, se mélangeant eux-mêmes aux musiques de marches militaires entendues dans la rue lors de défilés qui fabriquent au début du XXe siècle le socle d'une musique bientôt nommée jazz. Avec le temps, le jazz s'est mélangé à la pop, à la musique cubaine, indienne et même plus encore. Les artistes qui enregistrent aujourd'hui font partie d'une génération qui a écouté plus de pop que les enregistrements des grands maîtres du jazz. Si d'aucuns tendent à dire qu'on a perdu le fil conducteur du jazz, pour d'autres en revanche, il se renouvelle tout simplement. Le jazz est d'abord une musique d'improvisation, chère aux interprètes, et est en train de devenir une musique de compositeur. Le 30 avril de chaque année marque la journée mondiale du jazz, pour souligner l'importance du jazz comme moyen de parvenir à l'unité et à la paix dans le dialogue et la diplomatie. Un spectaculaire concert mondial est organisé par l'UNESCO avec des artistes majeurs. Il présente des performances de certains des artistes de jazz les plus accomplis au monde. Le concert mondial 2023 s'est déroulé simultanément dans 12 villes du monde: Pékin, Beyrouth, Casablanca, Johannesburg, Marondera, Paris, Rio de Janeiro, Vienne, Fairbanks, New York, San Francisco et Washington DC aux États-Unis. Bien qu'un peu plus tardivement qu'avec le jazz, le comité de l'UNESCO a inscrit en 2014 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le reggae jamaïcain. Pour, je cite, la contribution de cette musique à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité. Fin de citation. La musique reggae rejoignait ainsi une liste de quelques 400 traditions culturelles.
dans le monde. Indissociable du rastafarisme, mouvement spirituel qui sacralise l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié, le reggae est une musique spirituelle de lutte qui est devenue popularisée par son icône, Bob Marley. La musique des opprimés dans le monde. Retour sur l'histoire d'une forme de contestation politique par la musique. Dans les années 1960, la popularité du reggae s'est affirmée dans le mouvement de résistance contre l'impérialisme. Le reggae est né à Kingston, en Jamaïque, et a conquis le monde et acquis un caractère emblématique, Rastafari. Le rastafarisme, qui lui est né en Jamaïque dans les années 1930, s'est imposé comme un mouvement de résistance culturelle des Noirs et s'est épanoui des décennies plus tard. Il s'est beaucoup nourri des thèmes développés par les prédicateurs messianiques comme Leonard Howell et le précurseur panafricain Marcus Mosiah Garvey. Le rastafarisme promet aux héritiers africains de retrouver et de construire leur culture qui a été supprimée par la domination européenne. C'est une tentative d'assurer la survie de la culture africaine et une lutte contre l'esclavage, le colonialisme, mais également l'impérialisme. L'origine du rastafarisme remonte à Rastafari Mekonnen, le titre de Haïlé Sélassié, premier avant son couronnement en 1930, lorsqu'il est devenu le premier empereur d'Éthiopie, l'élu de Dieu, appelé Jah. Le reggae popularisé par Bob Marley est lui né dans les quartiers pauvres de Kingston à la fin des années 1960. Évolution du ska et du rocksteady, le early reggae utilise un tempo plus rapide, comme le dode reggae, aggravé en 1968 par Toots Hibbert, qui revendique l'origine du terme. Les messages ont énormément varié au cours des périodes. Au départ, c'était essentiellement de la musique instrumentale, parce que c'était encore en pleine colonisation et il n'était pas question d'écrire des textes révolutionnaires. C'est seulement lorsque la Jamaïque a été indépendante, et encore pas tout de suite, car le premier gouvernement était encore très néocolonialiste. Le reggae n'a pratiquement pas eu voix au chapitre jusqu'à l'avènement dans les années 80 de radios comme Erie FM. Il y a vraiment eu une sorte d'ostracisation de la musique reggae au niveau national. Et c'est vraiment grâce à l'international que le mouvement a pu atteindre l'ampleur qu'il a aujourd'hui de créativité et de longévité. Les textes vraiment politiques ne sont apparus que dans les années 70 à l'image du titre « Get Up, Stand Up » de Bob Marley, dont les paroles en français sont sans équivoque. Tous debout pour revendiquer nos droits. L'on peut tromper certaines personnes un certain temps, mais pas tout le monde, tout le temps. C'est d'ailleurs fort de ces contenus militantistes que le ska, qui était une musique rapide et dansante, a été obligé de ralentir pour laisser les textes monter à la surface. Et ce rythme lent, lancinant et assez simple, qui est celui de Bob Marley, est vraiment l'épitomée de ce qu'on peut faire de plus fort pour soutenir une parole militante. C'est une grosse discussion qui a commencé dans les années 1970, justement quand le reggae a commencé à devenir international et que les gens se sont aperçus qu'il y avait de l'argent à faire avec cette musique. Il y a plein de gens qui n'étaient pas rasta, qui n'étaient pas du tout d'accord avec les grandes stars rasta à la mode, avec leurs messages un peu enflammés qui disaient qu'on n'avait pas du tout besoin d'être rasta pour faire du reggae, que le reggae n'est pas rasta. À quoi d'autres répondaient évidemment que retirer le rasta du reggae, c'est enlever son âme, et que la force de cette musique, c'était d'avoir un message qui correspondait à une frustration des pauvres du monde entier, que c'était une force qui allait propager le reggae à travers le monde. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. À chaque phase de son évolution, la musique est inévitablement allée de pair avec la biographie de ceux qui l'ont faite et celle de ceux qui y ont répondu. Toutefois, depuis peu, le reggae a été relégué à la périphérie de la sphère sociale. L'afrobeat est un genre musical africain né en 1920 et issu de la musique traditionnelle nigériane, Yoruba,
de jazz avec des mélanges de jazz, de highlife et de funk. Ce genre musical est caractérisé par peu d'accords, répétés et joués en boucle par des guitares ou des claviers accompagnés de riffs mélodiques. Les chants sont également accompagnés de percussions. Les premiers textes afrobeat sont engagés et satiriques. Ils dénoncent les politiciens corrompus de la situation politique et sociale de manière générale. Si l'afrobeat a commencé au Ghana au début des années 1920, c'est seulement à la fin des années 60 que Fela Kuti lui donne son nom après avoir expérimenté différentes musiques contemporaines. Fela Anikulapo Kuti, décédé en 1997, reste l'un des personnages majeurs de la scène musicale africaine. Il fut le créateur génial de l'afrobeat au début des années 60, avec la complicité rythmique de Tony Allen, son batteur et directeur musical pendant plus de 10 ans. Son unique et puissant dans lequel s'infusent rythme yoruba, highlife ghanéen, funk et jazz, l'afrobeat est la musique d'un homme en colère. Pour cet activiste social qui Fela Kuti, également activiste politique, chaque chanson se voulait un coup de gueule contre la dictature militaire de son pays, la corruption ou encore les multinationales. Aujourd'hui, l'afrobeat vit son âge d'or. En témoigne la décision des Grammy Awards, les trophées de l'industrie musicale américaine qui ont annoncé en juin 2023 qu'ils décerneront désormais un prix à la meilleure performance de musique africaine. Une faveur? Assurément pas. Simplement, le résultat évident d'une musique africaine qui s'impose et génère du chiffre. Le musicien nigérien multiprimé aux Grammys, Wizkid, est devenu le 3 août 2022, avec Made in Lagos, le premier Nigérian à vendre son album à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis. Le dit album avait déjà été le premier album africain à figurer dans le top 10 du Billboard Hot 100. Après être resté 72 semaines au Billboard Hot 100. Un succès dû en partie aux diasporas africaines, que le genre a explosé. Ce n'est donc pas un hasard si le Nigeria entretient des liens étroits avec deux grands fournisseurs de pop, le Royaume-Uni et les États-Unis. Sur Spotify, une plateforme d'écoute en ligne, 40% de l'afro-pop créé au Nigeria est ainsi streamé aux États-Unis, en Angleterre et en France, selon les chiffres donnés par Fiona Okumo, tandis que les Nigérians Wizkid, Davido et Burna Boy font sale clamble lorsqu'ils se produisent à l'Arena de Londres ou à l'Accor Arena de Paris. Il est donc évident et de plus en plus manifeste que l'Africain a quelque chose à dire dans les arts. Les Africains possèdent une littérature folklorique qui est riche et variée, et un art facile et sûr. Les connaisseurs conviennent que les tendances nouvelles de la peinture et de la sculpture en Europe et aux États-Unis sont presque entièrement le résultat direct de l'art africain. La musique africaine, elle n'a pas encore acquis une grande renommée à la hauteur du talent de ses acteurs. En substance, l'on peut dire que la conception européenne de la musique repose sur la mélodie et la conception africaine, elle, sur le rythme. Un rythme qui s'impose au monde.